Prêt pour un voyage dans les Balkans? Alors bienvenue au Monténégro. Après avoir exploré Podgorica, nous avons fait une escale dans un camping aux abords de la capitale. Une journée de pause pour s'occuper des douches et des lessives nous a fait le plus grand bien. Mais dès le lendemain matin, nous étions déjà de retour sur la route. Direction Cetinje. Un embouteillage nous a ralenti sur la route. Nous avons appris plus tard qu'il s'agissait de manifestants bloquant un rond-point. Paysage magnifique, vue sur la petite capitale de Podgorica. Cetinje est l'ancienne capitale royale du Monténégro. Située dans une vallée au pied du massif du mont Lovćen, elle compte environ 14 000 habitants. On commence notre visite par l'église de la Nativité de la Vierge, un petit sanctuaire qui accueille les visiteurs et marque l'accès au site religieux. Juste derrière se dresse le monastère de Cetinje, l'un des lieux spirituels les plus importants du Monténégro, célèbre pour ses reliques orthodoxes et son rôle historique dans l'identité du pays. La rue des anciennes ambassades est l'un des endroits historiques les plus caractéristiques de cette petite ville. Allez, direction un monument très célèbre du Monténégro. Après avoir monté les nombreuses marches qui mènent au sommet du mont Lovćen, on découvre le mausolée de Petar II Petrović Djegos. Construit à plus de 1600 mètres d'altitude dans les années 1970, ce mausolée monumental rend hommage à Djegos, grand poète, philosophe et dirigeant du Monténégro au XIXe siècle. Les visiteurs découvrent deux géantes de pierre gardant l'impressionnante statue en granit de Djegos, située sous une voûte recouverte de mosaïques italiennes. Juste en dessous, dans la crypte, repose son sarcophage de marbre. C'est aujourd'hui le plus haut mausolée du monde. Avant de redescendre les 471 marches, nous admirons l'un des plus beaux panoramas du Monténégro. Aujourd'hui, ce lieu est l'un des sites les plus visités du pays. Au mausolée, nous rencontrons trois jeunes Français qui nous demandent si l'on peut les véhiculer jusqu'au parking haut du téléphérique de Kotor, qui se trouve à quelques kilomètres de là. Le détour en valait vraiment la peine. Après cette superbe soirée, nous sommes redescendus, passer la nuit sur un parking que nous avions repéré la veille. Et quel réveil! Le paysage qui s'offrait à nous au petit matin était tout simplement incroyable.
voici à Niegouzi, un village chargé d'histoire, niché au cœur des montagnes. C'est ici qu'est né le plus grand poète et souverain du pays, Petar II Petrovitch Niégos. Sa maison natale, transformée en musée, est un passage obligé. On y découvre la simplicité de sa vie d'origine, contrastant avec le destin exceptionnel de cet homme qui a fasciné l'identité monténégrine. Après cet arrêt essentiel, on s'attaque au célèbre lacet de la route de Kotor, direction Rose, sur la péninsule de Lustica, un charmant petit port où nous passerons la nuit. Dès le petit matin, direction le port de Rose. Notre objectif de la journée, visiter Herceg Novi, qui se situe juste en face. Après avoir pris quelques renseignements, nous avons trouvé une navette pour traverser ce petit bout d'Adriatique qui marque l'entrée de la baie de Kotor. Nous débarquons à Herceg Novi, direction la vieille ville. Encore des marches, et oui, les curiosités sont souvent situées sur les hauteurs. Depuis la fontaine Caracha, la place Bella Vista dévoile toute sa splendeur. Dominant ce décor, l'église Saint-Michel-Archange rayonne, véritable joyau de pierre blanche entre influences byzantines et gothiques. Dominant Herceg Novi, la forteresse de Kanlikula impose ses hautes murailles du XVIe siècle. Ancienne prison turque métamorphosée en théâtre de plein air, elle offre aujourd'hui le plus beau balcon sur l'Adriatique. De là-haut, le regard plonge sur les toits ocre de la vieille ville, là où le bleu profond de la mer rencontre les sommets verdoyants du Monténégro. Sur la place Mića Pavlovića, l'église Saint-Jérôme, bâtie en 1856, impose son allure néo-romane. Admirez sa rosace sculptée, véritable joyau de cette façade historique. Perché dans un écrin de verdure dominant la baie de Kotor, le monastère de Savina est l'un des joyaux spirituels du Monténégro. Entre ces murs de pierre claire, on découvre deux églises dédiées à la Dormition de la Vierge, dont la plus grande, bâtie à la fin du XVIIIe, impressionne par son architecture baroque et son élégant campanile qui semble toucher le ciel bleu de l'Adriatique. À l'intérieur, l'atmosphère se fait recueillie et mystique. Vos yeux seront immédiatement captivés par l'immense iconostase dorée, haute de 15 mètres, une merveille sculptée par des maîtres artisans. Sous les voûtes silencieuses, les fresques anciennes et les icônes précieuses racontent des siècles de foi et d'histoire préservées avec passion. Ici reposent les capitaines et les grandes familles de Herceg Novi face à l'immensité. Leurs tombeaux de pierre dominent l'entrée de la baie, entre le vert des cyprès et le bleu infini de l'Adriatique. Bâtie au XVe siècle, l'église Saint-Sava fut érigée par le fondateur de la ville. Sanctuaire de pierre brute, il témoigne des racines médiévales et de la résistance spirituelle d'Herceg Novi. Voici la chapelle Saint-Fédor Outchakov, érigée par des exilés russes en 1917. Son dôme bleu-azur rend hommage aux soldats disparus, unissant l'âme slave au ciel de Savina. Au pied de la tour de l'horloge, la place s'anime.
pour le Hersegnovi Comic Festival. Entre deux terrasses, plus de 130 artistes internationaux dessinent en direct et partagent leur passion avec le public. Nous saluons la statue du roi Tweltko Ier, fondateur de la cité, face à la forteresse. Puis nous quittons Hersegnovi par la mer pour retrouver le calme du village de Rose. Sur la route longeant la baie de Tivat, mon regard s'arrête sur un petit éclat de terre au milieu des flots. Je décide d'y envoyer le drone. Voici l'île de Notre-Dame de la Miséricorde. Située juste en face de la péninsule de Lustica, ce sanctuaire jésuite du XVe siècle avec ses jardins parfaitement dessinés semble flotter comme un mirage hors du temps sur l'Adriatique. L'arrivée par le port révèle toute la majesté de Kotor. Niché au pied des falaises abruptes du Monténégro, on pénètre dans l'histoire par la porte sud et son bastion Gurdic, une sentinelle de pierre qui protège la cité depuis le XVe siècle. Sur la place principale, la tour de l'horloge trône depuis 1602. À son pied, une pyramide de pierre rappelle l'ancien pilori de la ville. Symbole absolu de la cité, la cathédrale Saint-Tryphon fut consacrée en 1166. Ses deux clochers asymétriques portent les marques des siècles et les reconstructions. À l'intérieur, le regard est d'abord happé par le ciborium gothique en pierre, ce chef-d'œuvre sculpté qui trône majestueusement sur l'autel. Au-dessus, les poutres massives en briques et les chapiteaux sculptés des colonnes soulignent la puissance de cette architecture romane, tandis que la grande croix suspendue veille sur l'autel. Nous terminons devant le sarcophage de pierre de Saint-Tryphon, dont les reliques protègent Kotor depuis plus d'un millénaire. On se perd avec délice dans le labyrinthe des ruelles médiévales, où chaque pavé, poli par le temps, raconte une épopée maritime. Au-dessus de nos têtes, les fortifications serpentent sur 4,5 km grimpant à l'assaut de la montagne. Voici le palais Grurina, joyau baroque qui abrite aujourd'hui la mémoire navale du pays. Plus loin, les coupoles néo-byzantines de l'église Saint-Nicolas dominent le quartier orthodoxe. Juste à côté, la petite église Saint-Luc, bâtie en 1195, a miraculeusement traversé tous les séismes sans une égratignure. Nous ressortons vers les quais par la porte de la mer, sous l'œil éternel du lion de Saint-Marc. Impossible de quitter Kotor sans saluer ses véritables maîtres, les chats. Anciens protecteurs contre la peste, ils sont aujourd'hui les mascottes sacrées d'une ville qui leur voue un culte jusque dans son musée. Nous quittons les remparts de Kotor pour l'une des routes les plus serrées, mais surtout l'une des plus belles, de la baie. En fourgon, c'est un petit jeu de précision entre les maisons de pierre et l'eau turquoise.
de Don East Olive, on est tout de suite dans l'ambiance. La propriétaire nous accueille avec un grand sourire et cette gentillesse typique du Monténégro qui vous fait vous sentir chez vous en 2 minutes. Quelques manœuvres plus tard, nous coupons le moteur. On est installé pile face à la baie. Et là, c'est le grand spectacle. Les montagnes se dressent, imposantes et sauvages. Qu'est-ce qu'on va être bien ici. Ce matin, réveil aux premières lueurs. Le soleil pointe à peine derrière les sommets de la baie que nous sommes déjà debout. On ne perd pas une seconde, un saut direct dans l'eau fraîche pour une baignade. Un petit déjeuner avalé sur le pouce et on change de monture. On laisse le fourgon au repos pour enfourcher les vélos. Et c'est parti pour le tour de la baie de Kotor. On part sur la route d'où l'on est arrivé la veille, premier arrêt pour admirer le temple de Notre-Dame et son escalier monumental. Juste en face, de l'autre côté de la baie, la petite église rouge de Notre-Dame des Anges. Nous traversons Kotor en longeant l'eau pour remonter vers le nord. Premier coup d'œil sur le clocher de Saint-Eustache qui se détache sur les falaises. En continuant, on croise les cercles des fermes aquacoles où s'élèvent dorades et loups de mer en pleine baie. Encore quelques coups de pédale et la silhouette de Péraste se dessine enfin à l'horizon. Bienvenue à Péraste, authentique village de pêcheurs niché au bord de la baie. On s'immerge dans ses ruelles pavées pour découvrir l'église Notre-Dame du Rosaire et la mystérieuse maison du pirate. Sur la place centrale, l'imposante église Saint-Nicolas nous domine par son clocher d'une hauteur de 55 mètres. Devant l'édifice, les bustes des héros locaux montent la garde. Et pour terminer, on s'immerge enfin dans le labyrinthe des ruelles pavées. Chaque recoin respire l'histoire maritime de la baie. Allez, on prend un peu de hauteur. Sous cet angle, on réalise à quel point Péraste est une perle posée entre mer et montagne. Une seule route, des palais de pierre et ce clocher majestueux qui surveille toute la baie. C'est simplement magique. Face à Péraste, 2 îles racontent l'âme de la baie. À gauche, la mystérieuse Saint-Georges, île naturelle abritant une abbaye du XIIe siècle et ses cyprès centenaires. À droite, Notre-Dame des Roches, un sanctuaire éclatant qui semble flotter sur l'eau. Notre-Dame des Roches. Tout commence le 22 juillet 1452 quand 2 marins découvrent une icône de la Vierge à l'Enfant posée sur un récif. Ce miracle pousse les habitants à bâtir cette île artificielle, pierre par pierre, à l'endroit exact de la découverte. Sa voisine, Saint-Georges, reste plus secrète. Surnommée l'île des morts, elle protège l'ancien cimetière de la noblesse locale dans un silence absolu. Les silhouettes se dessinent en ombre chinoise sur l'eau scintillante. Un final éternel pour cette journée à Péraste. Nous remontons en selle pour finir le tour de la baie, toujours dominée par ces montagnes impressionnantes qui plongent dans l'eau. On rejoint enfin le bac de Lepetan, une traversée de quelques minutes, gratuite pour nous et nos vélos. Un moment de répit sur l'eau avant de toucher l'autre rive. Où notre fourgon nous attend pour clore cette magnifique journée. Aujourd'hui, direction Budva. Quelques travaux ralentissent un peu notre progression vers cette célèbre cité de l'Adriatique, mais l'impatience de découvrir la ville reste intacte. Nous finissons par dénicher la place parfaite pour nous garer, le parking juste au pied de la forteresse. Déjà Budva et son rocher, le Sweaty Nicolas, se dévoilent. Majestueux au milieu des flots, pour les rejoindre,
Pas de route facile, nous attaquons un sentier de randonnée bien escarpé qui plonge directement vers la ville. Allez, vas-y. Là c'est bon. Là c'est bon. En arrivant au cœur de la cité médiévale, on remonte le temps. Le regard est d'abord capté par l'étonnante église de la Sainte Trinité, reconnaissable entre mille avec ses pierres bicolores et sa mosaïque dorée étincelante. Juste à côté, le haut clocher blanc de Saint-Jean-Baptiste domine la place, flanqué de la vénérable Santa Maria in Punta, une église millénaire. Après avoir admiré les églises, nous longeons les murs de la citadelle, cette forteresse imprenable qui a résisté aux siècles et aux assauts ceinture la ville de ses remparts massifs. Puis face à nous, l'imposant rocher de Sweety Nicolas se dresse comme un mur de verdure au milieu de l'eau turquoise. Nous reprendrons un chemin moins escarpé pour rejoindre le parking. Cap sur la ville de Bar, mais en chemin, la route nous réserve une surprise de taille. Un panorama si exceptionnel qui nous oblige à couper le moteur pour quelques instants. Sous nos yeux, l'icône du pays, Sweety Stéphane. Ce village de pêcheurs du XVe siècle a été totalement transformé en une île-hôtel ultra exclusive. Un labyrinthe de luxe interdit au public où les suites de prestige se cachent derrière des remparts médiévaux. Un rocher de légende réservé à quelques rares privilégiés posé sur l'Adriatique. Encore sous le choc de notre dernière étape, nous reprendrons la route, mais pas pour longtemps. Le paysage nous offre une seconde pause, cette fois dans un lieu empreint de silence et de spiritualité. La route nous réserve parfois des secrets bien gardés. Nous nous arrêtons dans un havre de paix, niché entre les oliviers centenaires et les falaises de l'Adriatique. Fondé au XIIIe siècle, le monastère de Redzevice témoigne de l'histoire millénaire du pays entre foi et résistance. Devant nous, cette petite église de pierre brute semble veiller sur la côte depuis des siècles. En franchissant le seuil, l'atmosphère change radicalement. Sous la voûte, une explosion de couleurs nous accueille. Des fresques d'un bleu profond et des dorures étincelantes recouvrent chaque centimètre de pierre. Nous ressortons dans la lumière douce des jardins, là où l'architecture ancienne rencontre une végétation luxuriante. Au détour d'un escalier, la silhouette d'un moine rappelle que ce lieu est un espace de vie et de prière immuable. Une parenthèse spirituelle qui nous redonne de l'énergie pour la suite du voyage. Nous arrivons à Bar en fin de journée. Un petit parking les pieds dans l'eau nous offre une escale parfaite. Le temps d'une baignade dans l'Adriatique, au rythme d'un coucher de soleil magistral. Nous voici donc à Bar. 2 sites majeurs ont guidé nos pas ici. La majestueuse cathédrale Saint-Jovan Vladimir, joyau de l'orthodoxie moderne, et les ruines hors du temps de la vieille ville. Au cœur de la ville moderne, nous sommes en effet saisis par la silhouette monumentale de la cathédrale Saint-Jovan Vladimir. Inaugurée en 2016, elle s'impose comme l'un des plus grands édifices orthodoxes au monde. En prenant de la hauteur, l'éclat de ces 7 dômes dorés devient presque aveuglant sous le soleil du sud. Le plus haut culmine à plus de 40 mètres, dominant l'Adriatique comme un phare spirituel. Ses murs d'un blanc immaculé et ses lignes byzantines modernes incarnent toute la renaissance de l'art sacré monténégrin. Un chef-d'œuvre de lumière qui semble faire le pont entre la terre et le ciel. En franchissant la porte de la citadelle, nous pénétrons dans une cité fantôme figée par le séisme de 1979. Dans ce labyrinthe de pierre où la nature reprend ses droits, chaque mur raconte une épopée millénaire marquée par les empreintes byzantines et vénitiennes. Au cœur de ces ruines, l'église Saint-Jean-Baptiste dresse fièrement son clocher-mur vers le ciel. Sa façade de pierre brute,
percées d'une délicate rosace en 4 feuilles, témoignent de la ferveur qui animait autrefois ces ruelles aujourd'hui silencieuses. Juste au-delà, l'aqueduc ottoman déploie ses 17 arches, un chef-d'œuvre du XVIIe siècle qui a acheminé l'eau de la montagne jusqu'ici. Dominant l'ensemble, la citadelle impose ses fortifications massives, héritage complexe des Byzantins, des Vénitiens et des Ottomans. En grimpant sur ces murs puissants qui ont résisté à d'innombrables sièges, nous prenons la mesure de cette forteresse imprenable. Un dernier regard sur ce chaos minéral chargé d'histoire et nous concluons notre immersion au cœur de la vieille ville de Bar. Nous reprenons maintenant la route vers Vir-Pazar, ce village pittoresque que nous ouvrent les portes du lac de Skadar, un sanctuaire sauvage où une nouvelle aventure au cœur de la nature commence. Notre exploration commence à Vir-Pazar. Ce charmant village à l'origine de pêcheurs est devenu maintenant un centre névralgique pour le tourisme lacustre, mais reste la porte d'entrée au lac de Skadar. Nous larguons les amarres pour une balade en bateau au cœur de ce sanctuaire sauvage. Très vite, nous glissons sur d'immenses tapis de nénuphars qui recouvrent la surface comme un jardin flottant. Dans le ciel et sur les rives, le ballet des oiseaux noirs commence. Ici, les cormorans règnent sur un écosystème d'une richesse incroyable, abritant des centaines d'espèces dans un calme absolu. Le bateau s'enfonce plus loin dans ce labyrinthe de verdure. Nous croisons d'autres embarcations traditionnelles, échangeant des saluts silencieux dans cette atmosphère paisible. On passe sous l'arche massive d'un pont routier, avant d'apercevoir sur son promontoire une petite église perchée qui semble veiller sur les eaux depuis des siècles. Le tourisme a pris le relais des anciennes traditions. Aujourd'hui, ce sont des dizaines de bateaux de promenade qui sillonnent ces canaux, offrant une immersion privilégiée au cœur du parc. C'est l'activité phare de la région, une flotte colorée qui transporte curieux et passionnés au plus près de la vie sauvage. Soudain, le décor s'apaise pour un moment de grâce avec l'apparition d'un cygne majestueux et le vol d'une majestueuse aigrette blanche avant que nous reprenions doucement la direction du port. Pour prendre la pleine conscience de ce paysage, j'envoie le drone qui révèle enfin l'immensité du lac, cette mer intérieure partagée entre deux nations. Vu du ciel, le décor se transforme en une mosaïque fascinante où les tapis de nénuphars dessinent des courbes parfaites. Nous survolons des bras de rivière qui serpentent entre les montagnes, formant des fjords d'un vert émeraude saisissant. Dans ce silence d'altitude, on prend la mesure du sanctuaire sauvage, l'un des plus grands parcs nationaux des Balkans. Le regard se tourne alors vers la terre. Sur sa colline, le fort de Bezac se dresse comme une sentinelle de pierre dominant Vir-Pazar. Cette forteresse ottomane du XVe siècle monte la garde depuis des générations. En prenant de la hauteur, le château s'efface peu à peu pour se fondre dans le pays grandiose. C'est une perspective unique sur ce monde préservé où les remparts de pierre et les eaux scintillantes se confondent à l'infini. Nous continuons notre route vers Ulcine, dernière ville du Monténégro avant d'entrer en Albanie. Notre traversée du Monténégro s'achève ici, entre les eaux miroitantes du lac de Skadar et les sommets sauvages du Durmitor, du recueillement d'Ostrog à la magie médiévale de la baie de Kotor.
nous emportons le souvenir d'une terre de contraste où la nature reste reine, une aventure intense gravée dans la roche et le bleu de l'Adriatique.